Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, vendredi, pour la suite de la formation de Real Engine. Je veux dire salut à tous ceux qui écoutent sur YouTube. Où ce qu'on avait arrêté dans la dernière vidéo, c'est la dernière fois qu'on a travaillé sur la formation. On s'était arrêté ici, où est-ce que, dans le fond, on a créé du code pour chacun des anim notifications qu'on reçoit quand on rentre ou qu'on sort de l'état attaque. Si je vais voir le blueprint, ça va être dans Blueprint, Characters, non, ça va être dans Animation, Enemies, ABP, Melee. C'est le temps d'ouvrir. Donc, on s'était arrêté ici. Enfin, on avait Anim Notify, Anim Attack Ended, puis Anim Apply Damage. Juste vous rappeler que ces deux-là, ils viennent d'ici. Si on va dans notre Anim Graph, notre State Machine Default, si elle n'est pas ouverte ici, vous pouvez aller dans Animation Graph ici, descendre dans les hiérarchies, puis double-clic pour entrer dedans. Dans le fond, les événements sont déclenchés avec les valeurs qu'on a mis ici. Donc, Entered State Event, ça va déclencher Attack Started. Puis Left State Event, ça va déclencher Attack Ended. C'est de là que viennent les événements. Puis ici, on a Apply Damage, qui est un Animation Notification qu'on a appliqué directement à la frame 20 sur notre animation d'attaque. Puisqu'on utilise cette animation ici, on a accès au Anim Notifier dans notre Event Graph. Donc, la prochaine chose à faire, ce qu'on va faire, c'est... on va se créer un composant, qu'on va mettre sur notre contrôleur, je crois, sur notre contrôleur, qui va nous permettre de communiquer avec l'animation blueprint de notre personnage. Donc, c'est un petit peu pour avoir une bonne structure de code. Donc, on va commencer par faire ça. Donc, je vais aller dans mon Map Editor, puis je veux mentionner quelque chose. Étant donné que j'ai fermé l'éditeur hier puis que je l'ai réouvert aujourd'hui, ben ma map c'est pas loadé automatiquement. Puis si vous voulez avoir une map par défaut, c'est super simple. Vous pouvez aller dans Edit, Project Settings. Ici, il y a Maps and Modes. Puis, vous pouvez sélectionner Editor Startup Map puis Game Default Map. Puis choisir la map que vous voulez. Dans notre cas, c'est Top-Down Example. Ok, je vais les mettre aux deux. Après ça, vous pouvez juste fermer la fenêtre. Et quand vous allez relancer l'éditeur, ben, ça va être la map que vous avez sélectionnée qui va être lancée par défaut tout le temps. Donc, je vais ouvrir ma map juste par principe. Donc, juste pour, avant de créer un nouveau composant, juste montrer l'état de notre jeu quand on appuie sur Play. Donc, en ce moment, le squelette fait juste tout courir après, puis quand il arrive proche de nous, il fait rien. Donc, il s'arrête puis il fait rien. Puis, notre but, c'est de faire en sorte que quand il est proche de nous, eh bien, qu'il essaie de nous attaquer. Donc, pour ça, on a fait tout ce qu'on a fait ici dans la BP Melee. Ce qu'on a ajouté is attacking should attack. On a ajouté cet état-là. Attaque avec les deux transitions. Puis on a ajouté les anim notifications avec le code qui est ici. Et la fonction notify should attack qui contrôle l'état de notre animation blueprint. De notre personnage, autrement dit. Ok. Je vais aller dans mon Content Browser, dans la section Blueprint, dans Character. Non, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler Components dans Blueprints. Puis dans ce dossier-là, j'ai créé un nouveau Blueprint Class qui va être de type Actor Component. C'est quoi la différence entre Actor Component et Scene Component? Scene Component a une position, donc il va être positionné en relation avec la position de l'acteur. Donc, si l'acteur se déplace dans le monde, ben, le scene component va se déplacer dans le monde aussi. Puis, dans le fond, la position du scene component, c'est comme local à l'acteur. Donc, puis, acteur component, dans le fond, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de position, il n'est pas une
position par rapport au personnage précis, il est juste là pour ajouter de la fonctionnalité à l'acteur. Donc nous, on veut un actor component qu'on va appeler bp underscore melee anim component. Okay? Donc, c'est un composant qui va nous aider, qui va donner les fonctionnalités à notre contrôleur, puis ces fonctionnalités-là, c'est de pouvoir communiquer avec ABP melee, dans le fond. Donc, si j'ouvre ça ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une nouvelle fonction qui va s'appeler getMeleeAnimInstance. Si je vais ici, getMeleeAnimInstance, cette fonction-là, si je ne me trompe pas, on le corrigera plus tard, on veut que cette fonction-là soit pure. C'est quoi une fonction pure? Une fonction pure, c'est une fonction qui ne fait pas d'effet de bord, donc qui ne va pas setter aucune des variables de notre composant, qui va juste retourner une valeur, ou faire des calculs et retourner une valeur, bref. C'est une fonction qui n'a aucun impact sur notre composant. Puis, dans cette fonction-là, je vais juste faire ça, ok, tout est correct. Ok. On va faire la chose suivante, on va aller chercher le owner de ce composant-là, donc getOwner. Okay. Donc, par exemple, le owner, ça serait l'acteur qui possède ce composant-là. Avec ce owner-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, dans le fond, on veut savoir de quel type qui est, puis nous, ce qu'on veut, c'est, on veut, un instant, je vais juste zoomer mon document, parce que je ne suis pas capable de lire. Oui, on veut savoir si l'acteur, si notre owner, c'est un contrôleur. Donc, on va faire cast2. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec le casting en C++, mais on peut vérifier si un élément est de tel type en faisant un casting. Puis si le cast ne retourne pas nul, ben, ça veut probablement dire que en fait, ça veut dire que l'objet est de ce type-là. Cast2, controller. Okay. Donc, si le cast est réussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le controlled pawn, donc l'acteur que notre contrôleur contrôle. Donc, get controlled pawn ici. Puis, on va essayer de caster ça vers un character. Cast to character. OK. Je crois qu'on aurait pu tout simplement cast to pawn. Ça aurait fonctionné aussi. Mais au moins, on est plus précis comme ça. Je ne sais pas lequel des deux serait le best, mais pour l'instant, ça fait l'affaire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'animation instance. Puis pour faire ça, il faut aller chercher le mesh. Donc, mesh. Puis ici, c'est ça. Donc, pourquoi qu'on est capable d'aller accéder au mesh directement, c'est que l'objet de type, si je vais dans character, BP, on voit que notre class settings, que notre classe BP melee hérite de character. Puis character, on l'a vu par défaut, il y a un composant de type mesh, ça veut dire qu'on est assuré que tout type de character va avoir le composant mesh. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas à faire get component by type ici, parce que on sait que tout character ont déjà un composant de type mesh. Donc avec mesh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller get anim instance. OK. Puis on va vérifier si cet anim instance-là est de type ABP melee. Donc on va le caster. Si oui, eh bien on va le return. Puis pour ajouter une valeur de return, ce qui est assez nice, vous pouvez juste prendre ça ici puis le draguer dans le return node. Puis ici, je vais juste renommer ici, je vais l'appeler melee anim instance. Melee anim instance. Comme ça. Puis maintenant, ça devrait avoir l'air de tout ça. Puis on peut juste compiler et sauvegarder. Maintenant, on va avoir une autre fonction à programmer qui va s'appeler isAttacking. Donc cette fonction-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va questionner notre anim blueprint puis elle va aller regarder l'état de isAttacking qui est ça ici. Donc on va faire une nouvelle fonction.
On va appeler isAttacking. Encore là, cette fonction-là peut être pure parce qu'elle va juste nous retourner une valeur. Elle ne va pas faire rien de spécial. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit appel à notre get melee element stance. On va regarder si ça c'est valide, is valid. Donc on s'assure que get melee instance, peut-être que notre composant n'est pas sur un contrôleur ou qu'il n'est pas, il est pas sur un contrôleur ou que la name instance de notre character c'est pas BP melee, ben ça se peut que le cast fail puis que dans le fond nul soit retourné. Donc si c'est pas nul, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher isAttacking, get isAttacking, puis on va tout simplement le return comme ça ici, bang. Puis sinon, ce qu'on va faire, on va faire un autre return, puis on va returner false juste pour être explicite. D'accord, donc c'est ça pour isAttacking. Maintenant, on va faire une dernière fonction. Ça va être notify should attack. Cette fonction-là ne sera pas pure parce que on doit faire un appel de fonction qui, elle, n'est pas pure. Puis la fonction qu'on va appeler ici, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est notify should attack qui, elle, va setter should attack à true. Donc, on a l'air de faire beaucoup d'étapes, mais c'est vraiment le principe d'encapsulation puis de SRP, je ne sais pas si vous connaissez le principe solide de Single Responsibility Principle. Bref, c'est pas le but de ce cours-là, mais c'est une bonne pratique de diviser les tâches puis de comme déléguer certaines actions à d'autres. C'est pour ça qu'on a l'air de faire des appels et des appels et des appels de fonctions, mais bref, I digress un peu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va encore aller chercher get melee instance. Puis là, on voit l'utilité d'avoir implémenté une fonction get melee instance parce que ça nous évite de faire tout ça à chaque fois. Okay. Donc, on l'a fait ici dans les attacking, on l'a utilisé. Puis ici, on le réutilise. Encore, on peut faire is valid. Puis, ce qu'on va faire avec melee anim instance, on va notify should attack. Donc, ce qui va appeler la fonction sur notre ABP, sur notre anim instance. Donc, celle-ci. Si, par exemple, un petit truc qui est vraiment cool, si par exemple vous avez un diagramme, puis vos liens sont vraiment comme un graphe, puis vos liens sont vraiment, ils se superposent et tout, ou par exemple ici, il y a une connexion qui passe en arrière de isValid, moi j'aime pas ça, fait que vous pouvez tout simplement double-cliquer à une place sur le thread, puis ça va faire un reroute qu'on appelle, puis vous pouvez déplacer ce reroute-là pour faire un graphe qui vous plaît plus. Donc là, j'ai pas mon lien ne passe pas en arrière de isValid. Donc, je suis une personne perfectionniste, puis qui aime ça quand les choses sont claires, donc pour moi, c'est merveilleux comme fonctionnalité. Maintenant, je vais compile et save. Puis, je peux fermer BP Anim Component, BP Melee Anim Component, désolé, parce que j'ai fini avec pour l'instant. Puis, je vais aller dans BP Melee Controller. Donc, on va l'ajouter ici. BP Melee Anim Component, qu'on va appeler Melee Anim Component. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir le Behavior Tree. Parce que là, c'est le temps d'indiquer à notre AI, OK, dans telle circonstance, tu vas pouvoir attaquer le joueur. Sinon, si tu n'es pas assez proche, ben, tu vas pourchasser le joueur. Donc, on veut être capable d'implémenter ça. Par contre, il va falloir implémenter ce qu'on appelle une task. Puis, une autre chose qu'on appelle un décorateur. Donc, les décorateurs vont nous permettre de mettre des conditions sur nos séquences. Puis, des tasks, c'est tout simplement des actions que notre AI va pouvoir performer. Pour créer une nouvelle task, on va commencer par la task. En haut, ici, dans le menu, on a un bouton New Task. Donc, si j'appuie sur New Task, ça va me créer une nouvelle task. Puis là, ça l'a juste créé. Ça ne nous a pas demandé de le nommer. Donc, si je m'en vais dans si je clique ici dans Browse, ça va m'afficher la position. Puis vous voyez qu'il met un nom par défaut. D'après moi, c'est peut-être... je ne sais pas si c'était comme ça dans Unreal Engine 4, mais j'ai l'impression que c'est peut-être une nouvelle fonctionnalité
fonctionnalité d'Unreal Engine 5, puis c'est pas totalement complet, donc bref, on va leur laisser une chance. Puis on va nommer ça BT task, ok, underscore notify should attack. Parfait. Puis dans notify should attack, on va aller dans notre event graph, ok. Puis on va rechercher l'événement execute AI, receive execute AI. Puis pas juste receive execute, on veut receive execute AI. Je crois que la différence c'est Je ne suis pas trop certain c'est quoi la différence pour être honnête, mais je sais que, en tout cas, quand j'ai testé le Receive Execute normal ne fonctionnait pas, donc il n'était pas appelé. Donc j'assume que pour un Behavior Tree, c'est Receive Execute AI qui est demandé. Puis en même temps, si on regarde la différence, Receive Execute AI, puis Receive Execute, ici on a juste le Owner Actor, donc on n'a pas beaucoup d'informations, mais ici on a le Owner Controller, puis on a le Control Pound, donc on a déjà le pound de retourner, puis le contrôleur de retourner aussi en input, donc c'est nice pour ça. Puis ce qu'on va faire avec ça, c'est on va prendre le contrôleur, puis ce qu'on va faire, c'est avec notre Owner Controller, on va aller chercher ce composant justement, donc get component by class, puis le type de composant qu'on veut, c'est BP melee anim component, qui est juste ici. Puis avec ça, on va regarder est-ce qu'il est valide. Donc on va regarder si notre contrôleur a vraiment un composant de type melee anim component. Ensuite, si on a ça, si on a ce composant-là, on va prendre le component, puis on va appeler dessus notify should attack. Donc il va appeler au final ça ici, notify should attack de notre BP anim, de notre animation blueprint, excusez. Sinon, s'il n'est pas valide, ce qu'on va faire, c'est on va faire finish execute avec success à false. Puis ici, on va ajouter un finish execute avec success à true. Puis ça, c'est important quand vous faites une task pour un BT, pour un behavior tree. Il faut indiquer si la tâche a été un succès ou pas, parce que c'est utilisé dans le behavior tree pour définir par exemple une sequence. S'il y a une des tâches qui fail, ben, le sequence au complet va failer, mais sinon, si toutes les tâches succeed, ben, ton sequence va succeed. Puis il y a certaines des décisions qui peuvent être prises grâce à ça, donc c'est important de bien faire un finish execute avec vraiment est-ce que ça a été un succès ou pas. Donc maintenant que ça c'est fait, on va faire compile, puis avant d'ajouter notre tâche à notre arbre, on va faire un décorateur. Donc, on va créer un décorateur custom qui va nous permettre de déterminer est-ce que notre AI est en train d'attaquer. Donc, on va faire un new decorator. Encore là, ça fait la même chose. Ça crée le decorator dans nos assets, mais ça ne nous demande pas de le renommer. Donc, il faut cliquer sur Browse ici, puis on va le renommer à BT Decorator, c'est la convention, underscore is attacking. Puis, ce qu'on va faire ici, c'est un petit peu différent, parce que le décorateur, on peut overrider plusieurs fonctions, donc on en a plein ici qu'on peut overrider, donc on ne va pas mettre de code dans l'event graph, on va vraiment aller overrider une fonction qui va être appelée par notre behavior tree. Puis nous, ce qu'on veut, c'est perform condition check AI. Donc encore là, il y a la différence entre check et check AI que je ne connais pas trop. Je suppose que c'est décrit dans le petit tooltip ici. J'ai pas pris le temps de le lire pour être complètement honnête. Donc on va override perform condition check AI. Puis là, encore là, il nous passe les mêmes informations que dans notre task. Puis il nous demande de retourner un booléen. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de notre anim instance
component pour aller consulter l'état isAttacking ici. Et puis, on va le retourner ici. Donc, encore là, on a component. On va aller get component by class. On va aller chercher le component bp melee anim component. Non, ça c'est get components. On veut get component. Get component by class. bp melee anim component. On va regarder si ça c'est valide. Puis, si c'est valide, on va retourner isAttacking ici, comme ça. Puis sinon, on fait rien. Je crois que la valeur par défaut va être du booléen va être à false, si je ne me trompe pas. Mais on va compiler et sauvegarder. Si vous voulez être plus explicite dans isNotValid, vous pouvez retourner un false, mais dans mon projet de base, c'était pas le cas, puis ça fonctionnait. Maintenant que c'est fait, j'ai compilé, j'ai sauvegardé. On peut fermer btDecorator puis btTask. Puis, petite parenthèse, je m'excuse si je vais vraiment vite. Il n'y a personne avec moi dans le Discord en ce moment, donc je vais juste me concentrer sur faire le cours. J'assume que la plupart des gens vont l'écouter sur YouTube ou sont en train d'écouter sur YouTube. Puis, ben, c'est ça, vous pouvez appuyer sur pause quand le temps va être venu. Puis pourquoi j'ai un petit peu plus rapidement, c'est qu'il nous reste pas mal de contenu à voir. Et puis, c'est la dernière journée pour voir ce contenu-là. Si jamais on n'est vraiment pas capable de finir le reste du contenu, je vais faire une autre séance en fin de semaine, donc il va y avoir 3 vidéos dans la série. Mais bref, fin la parenthèse, on continue. Maintenant, on va être dans notre BT Melee. Puis, on va faire la chose suivante. On va se faire un peu de place. On va ajouter une nouvelle sequence. Puis on va la nommer attack target. OK. Puis on va relier AI root à attack target. Donc, rappelez-vous que les états, les nœuds en fait sont exécutés de gauche à droite. Puis à partir de sequence, on va faire la tâche rotate to face BB entry. Puis encore là, on va choisir dans la Blackboard key target actor ici. Puis maintenant, on va créer une nouvelle tâche qu'on va. Puis la tâche qu'on va ajouter, en fait, c'est celle qu'on vient juste d'écrire. Donc, BT task notify should attack. Donc là, ce que ça veut dire, ça, c'est que ça va exécuter notre tâche. Ça va aller coller l'événement qu'on a overridé qui s'appelle execute AI. Donc si on rouvre ici notre tâche, ça va aller exécuter cet événement-là ici, puis ça va exécuter notre code ici. Puis il va recevoir sa réponse finish execute avec le success. Donc ça c'est pour attaque target, mais on veut qu'il attaque le target dans certaines situations. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que il va commencer à nous chase, puis tout de suite après, il va nous attaquer, puis bref, ça va être un petit peu clunky, puis on peut regarder ce que ça fait, là. Si on fait play, ben, ça fait rien en fait, parce qu'il est constamment dans cet état-là. Il sort jamais de cette séquence-là, parce que l'ordre de priorité, c'est de gauche à droite, puis cette séquence-là, elle succède tout le temps, donc il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Donc si je fais stop, on va vouloir mettre des conditions sur chase target parce qu'on ne veut pas qu'il chase tout le temps. C'est là que va venir en jeu notre décorateur, puis notre premier décorateur qu'on va ajouter, ça va être isNotAttacking. Donc c'est le décorateur qu'on a créé. Donc j'ai clic droit sur la séquence Add Decorator, puis je vais ajouter un décorateur de type btDecorator isAttacking. Puis ça, ce que ça va l'exécuter, ça va l'exécuter la fonction qu'on a overridée. Puis ça va exécuter notre code dans le fond. Puis je peux cliquer sur le décorateur puis le renommer pour isAttacking.
not attacking. Puis là, je dis is not attacking parce que oui, notre décorateur il regarde si on attaque. Donc, on va vouloir faire ça si on n'est pas en train d'attaquer. Mais là, justement, le petit problème, notre décorateur va nous retourner true si on est en train d'attaquer. Donc, on veut inverser cette condition-là. Puis, on a un beau petit check ici qu'on peut faire pour inverser cette condition-là. Puis, ça nous indique même que la condition-là est inversée. Maintenant, on peut faire la même chose avec un décorateur qui nous est déjà donné. Puis, c'est is at location. Puis, on peut y indiquer un target actor sur lequel il va se baser pour savoir est-ce qu'il est à la location, à la position qu'on désire être. Il faut juste changer la Blackboard key ici pour, vous l'avez deviné, target actor. Puis encore là, on va inverser la condition parce qu'on veut que, en fait, ça va être is not at location. Si on n'est pas à la location, ben, on va exécuter ça. Donc si on n'est pas en train d'attaquer, puis on n'est pas à telle position, on va se déplacer vers le target. Sinon, on va faire ça ici. OK? Mais là, si je fais save et que j'exécute le jeu, ça va quand même être pas peur parce qu'on va voir que notre personnage y attaque. Sauf que vous voyez que nos petits messages qu'on a ajoutés dans ABP Melee qui sont dans Event Graph ici, donc print string, excusez, ben, ils se font afficher, puis c'est vraiment pas optimal parce qu'ils se font afficher en boucle. Puis si on regarde notre BT Melee ici, c'est que ça se fait exécuter genre une infinité de fois pendant le temps que l'animation joue. Donc on veut pas ça, obviously. Ce qu'on va faire, on va faire un petit stop, puis on va juste ajouter la même condition, add decorator, pt decorator, qu'on va renommer is not attacking. En passant, j'ai pris bt decorator is attacking. Puis je vais inverser la condition. Donc, si on n'est pas en train d'attaquer, ben, on va attaquer. Donc, on va se tourner vers le joueur, ben, vers notre target, puis on va attaquer. Sinon, ben, ces deux conditions-là sont pas respectées, donc on va attendre 2 secondes. Si je fais save ici, play, normalement, on devrait avoir nos messages d'erreur juste quand, ben, pas nos messages d'erreur, mais nos messages d'indicateur d'état d'attaque quand c'est nécessaire. Donc on voit que maintenant, l'ennemi essaie de nous attaquer, puis quand on s'éloigne, il reprend sa poursuite, puis quand il est proche, il nous attaque. Donc on sait que nos transitions d'état marchent bien parce qu'on a des messages qui s'affichent. On remarque que nos animations sont vraiment smooth, que tout se passe comme du monde. Donc la communication se fait super bien entre le behavior tree, le contrôleur, le pawn lui-même, puis son animation blueprint. C'est là la beauté du component qu'on a créé ici. Donc, le component qui est BP Melee Anim, c'est qui nous permet de faciliter un petit peu plus la job au contrôleur, puis d'éviter à directement questionner notre pawn pour aller chercher l'information sur le animation blueprint. C'est le fun parce que le contrôleur qu'on a créé, qui contient BP Melee Anim Component, eh bien, il pourrait être appliqué sur n'importe quel pawn qui contient le même skeleton que BP Melee. Donc, on va le voir tantôt avec le joueur. On va carrément changer le modèle qu'on utilise, mais notre BP, notre composant Melee Anim Component, il va quand même être capable d'envoyer d'aller chercher l'information du Animation Blueprint, puis d'envoyer Notify Attack parce que c'est la même skeleton qui est derrière. Donc, c'est ça. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un composant qui nous permet, un composant par chaque skeleton qui nous permet de communiquer avec ce skeleton-là. Parce que même si vous avez des pawns différents, si on a le même skeleton, il n'y a rien qui va avoir de différent. À moins que vous ayez carrément un anim instance différent. Mais en tout cas, rendu là, c'est un petit peu plus évolué. Je ne rentrerai pas dans ce détail-là. D'accord, donc à ce point-là, on a terminé notre ennemi, donc tout ce qui est les mouvements de base de notre ennemi. Le contrôleur de Melee, il est fait, il est terminé. Le behavior tree, il est terminé aussi.
BP Melee aussi, c'est terminé pour l'instant. On va ajouter des composants plus tard pour les dégâts. Bref, BP Melee, on va le changer un petit peu, mais pour l'instant, BP Melee Controller et BP Melee sont pas mal terminés. Puis, ce qu'on va faire maintenant, on va faire la création du joueur. Donc, comme je vous ai spoilé dans la dernière séance, pour créer le joueur, on va tricher. On va tout simplement copier notre BP Melee, puis on va sous un autre nom. C'est sûr qu'il va falloir quand même aller chercher certaines parties du blueprint de top-down character pour l'ajouter dans BP Melee parce qu'on veut que le mouvement de notre player soit comme dans top-down character. On veut que notre player ait une caméra, qu'il ait le petit Gugus Cursor to World en vert. Donc tous ces trucs-là, il va falloir les ramener de top-down character dans BP Melee. Donc ça va nous demander de faire un petit peu de job de bras. Donc je vais faire un clic droit sur BP Melee, puis je vais faire un petit duplicate. Puis je vais appeler ça BP underscore player. D'accord? Puis je vais ouvrir BP player. Puis je vais aussi ouvrir top-down character ici. Puis les premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va copier ces trois choses-là. Donc juste un CTRL-C. On va retourner dans notre BP player. On va sélectionner la capsule. Puis on va faire un CTRL-V pour coller le tout. Là, vous remarquerez que la hiérarchie n'est pas bonne, n'est pas la même que ça ici. Donc, on va juste corriger la petite erreur de Unreal. On va sortir le spring arm de la caméra, puis on va le remettre dans la capsule. Puis là, vous voyez que ça l'a carrément sorti la caméra du spring arm. Il faut juste s'assurer que votre hiérarchie soit comme ça. Donc, que Cursor to World soit un enfant direct de capsule component. Même chose pour spring arm, puis que la caméra soit dans le spring arm. Donc, juste vous assurer que tout est beau pour ça. Puis si on va dans le viewport, je vais faire un compile, un save. On voit pas la caméra. Je pense qu'on la verrait. Je vais juste fermer BP Player, puis je vais le rouvrir. Non, on voit pas la caméra. Ah oui, là on la voit. Donc, on voit qu'elle est déjà placée comme qu'on l'espère. Donc, si on avait créé une nouvelle caméra, il aurait fallu qu'on la repositionne nous-mêmes. Donc, ça nous sauve beaucoup de travail pour ça. Maintenant, on va ouvrir l'event graph de notre BP Player. Puis, on va avoir à copier des nœuds de top-down character. Puis, les nœuds qu'on a copiés, c'est essentiellement ce qu'on a ici. Ok, donc, pas mal le seul code qu'on a. Puis, on va faire CTRL-C. On va retourner dans BP Player. On va faire CTRL-V. Puis, on va juste relier l'événement tick. Je vais faire un petit peu de place. L'événement tick à l'appel de fonction ici qui est set world location and rotation. On va tout simplement faire ça ici. Puis maintenant, compile and save. Et ça devrait quasiment être tout pour notre BP Player. Une chose qui est différente, c'est nos character movement. Donc, les propriétés, il n'est pas configuré de la même manière que notre top-down character. En fait, il est configuré de la même manière que BP Melee parce qu'on a dupliqué BP Melee pour faire BP Player. Donc, on veut corriger ça parce qu'on ne veut pas on va être plus rapide que notre ennemi. Puis aussi certaines options qui rendent les contrôles plus smooth qu'on va vouloir copier de top-down character, de son character movement ici. Donc pour nous faciliter la vie, je suis dans top-down character, je sélectionne le character movement, faire un petit peu de place dans le detail, puis dans la petite roue ici, je vais cliquer dessus puis je vais afficher Show Only Modified Properties. Donc là, ça nous indique quelle propriété a été modifiée. Puis on va juste vouloir s'assurer que tout est identique dans BP Player. Donc on va faire la même chose dans BP Player. Show Only Modified Properties. Puis on voit qu'il en manque beaucoup. Donc là j'ai désactivé Show Only Modified Properties dans BP Player. Puis je vais juste les rechercher à la main. Donc on a besoin de setter le Rotation Rate Z à 640. Donc Rotation Rate Z à 640. Ça va faire en sorte que notre personnage tourne plus rapidement, je crois. C'est le rotation rate, ça ferait du sens. Ensuite,
Dans la même catégorie, on a Orient Rotation to Movement. Donc, on va faire ça, Orient Rotation to Movement. Ça, ce que ça fait, c'est que, si par exemple, je le désactive, je pourrais pas vous le montrer tout de suite. Si je pense, je vais vous montrer ce que ça fait plus tard, mais basically, si on lit le tooltip, rotate the character toward the direction of acceleration, using rotation rate as the rate of rotation change. Dans le fond, notre contrôleur, quand il déplace notre pawn, il va pas faire de rotation, il va juste vraiment lui dire, il va faire une translation de tel point à tel point, mais c'est ça, il va pas automatiquement indiquer à notre personnage de se tourner vers cette position-là. C'est pour ça qu'on a besoin de cocher ici Orient Rotation to Movement pour que justement quand on bouge, ben, notre pawn s'oriente dans la direction du mouvement, dans le fond, de l'accélération. Ensuite, dans Top-Down Character, on peut aller voir que dans Movement Capabilities, on a deux valeurs du Nav Movement, Nav Agent qui sont modifiées, donc Nav Agent Radius puis Height. Donc on va juste les copier. On va les chercher, donc Nav Agent Radius à 42, puis Nav Agent Height à 192. Donc ça devrait être bon pour ça. Puis les dernières choses qu'on a modifiées dans la section Planar Movement, Constraint to Plane, puis Snap to Plane at Start. Donc c'est pour s'assurer que notre pawn est bien collé au sol. Donc Planar Movement, Constraint to Plane, puis Snap to Plane at Start. Maintenant, je vais clear la recherche. Je vais aller dans la roue Show Only Modified Properties. Puis on voit que si on compare avec ça ici, c'est pas mal semblable. La seule chose qui me manque, c'est for reset max walk speed pour sa valeur par défaut 600. Donc si on regarde ici, max walk speed est à 600. Donc ça devrait être good pour ça. Donc je vais désactiver Show Only Modified Properties. Puis je vais compiler et sauvegarder. Puis maintenant, les mouvements de notre BP Player devraient être les mêmes que Top-Down Character. Maintenant, il nous manque encore quelque chose à faire pour que pour qu'on soit capable de jouer ce BP Player-là. Puis, on va commencer par changer son visuel, parce qu'en ce moment, on a le même visuel que l'ennemi, puis c'est un petit peu plate. Donc, pour changer notre visuel, on va aller dans notre mesh. Puis on va changer, vous l'avez deviné, le Skeletal Mesh. Puis le Skeletal Mesh qu'on va utiliser, c'est Corpse Melee. Donc si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le rechercher Corpse_Melee. Donc il est un petit peu différent, il y a une petite robe. Puis si vous voulez, vous pouvez même le grossir juste pour qu'on le différencie un petit peu mieux de l'ennemi. Mais moi, je vais laisser la même grosseur parce que ça va être plus simple. Donc ça devrait être ça. Si je fais compile et save, puis que je retourne dans le map editor, je vais complètement supprimer ici dans le World Outliner. Je vais rechercher Top-Down Character, puis je vais carrément l'enlever. Maintenant, si on fait play, ça ne marchera pas. Là, notre caméra va juste starter des... En fait, on va spawner au Network Player Start. J'avais complètement oublié qu'on avait un Network Player Start par défaut. Mais c'est ça, ça nous permet de setter des spawn points. Donc, dans ce cas, il est ici. On voit le petit icône de spawn point qui est ici. Puis, on peut se servir de ça pour spawner par défaut au lieu de complètement draguer notre player dans la map. C'est généralement une meilleure pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si je fais play, encore, vous voyez que c'est pas le bon personnage qui spawn. C'est notre ancien personnage top-down character. Donc, nous autres, on veut changer notre pawn par défaut. Puis pour faire ça, ben, il faut aller modifier le game mode. Donc, c'est un objet un petit peu plus avancé de l'Unreal Engine. Donc, vous pouvez avoir plusieurs game modes pour votre jeu. Un game mode, ça peut être, par exemple, si on pense à Call of Duty, ça peut être Deathmatch. Donc, le game mode va vraiment contenir l'ensemble des règles de jeu. Puis, ben, c'est ça, basically, c'est ça, l'ensemble des règles de jeu. Puis, c'est dans le game mode qu'on peut setter comme le type de pawn qu'on peut
contrôlés par défaut. Par exemple, si on pense à Call of Duty, s'il y avait un mode de jeu où il y avait une équipe que c'était juste un joueur, puis c'était un monstre, puis l'autre équipe c'était comme deux trois joueurs, trois quatre joueurs, mettons, puis que c'était juste des humanoïdes qui tirent sur le monstre, ben là, on pourrait dire que, ok, le joueur de cette équipe-là, ben, ça va être un tel type de pawn, donc un monstre, puis les autres joueurs, ça va être euh, un pawn parmi la liste des humanoïdes qui sont disponibles. Bref, petit exemple comme ça. Mais c'est ça, ça set les règles de jeu, puis euh, c'est ça, les conditions de succès, de victoire et de défaite, etc. Bref, vous pouvez aller voir la documentation, il en parle encore plus en détail. Euh, c'est ça. Donc, on va aller dans Top-Down Game Mode. Puis, c'est un blueprint, mais il nous affiche un blueprint editor limité parce que généralement, dans le game mode, euh, vous ne voulez pas nécessairement aller dans le viewport de façon générale. Oui, c'est vrai que si, par exemple, on ouvre l'Open Full Board Editor, on voit que c'est la même chose. Puis encore là, on pourrait ajouter des variables, des fonctions, des composants. Donc, si on veut ajouter plusieurs fonctionnalités différentes à notre game mode à l'aide de composants, parce qu'on veut les partager à travers différents game modes, ben on peut quand même le faire. C'est juste que Unreal Engine est conscient que l'utilisateur va généralement tenir compte de seulement les details pour l'instant. Donc, c'est de juste cacher le plus de détails possible au départ, puis après ça, vous pouvez en faire plus. Puis, je sais pas s'il va l'ouvrir en full. Ok. Mais c'était juste un petit texte bleu. Vous avez juste à cliquer sur le texte bleu, puis ça va vous faire apparaître le Full Blueprint Editor. Donc ici, dans Details, on s'assure qu'on a le class default de sélectionner. On va repérer player controller class. Non, pas vrai, pas vrai, pas vrai. Default pawn class. Puis ici, on voit que c'est top-down character. Donc c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut notre BP player. Donc si on prend le BP player, on compile, on fait save. Normalement, ça devrait spawner notre BP player. Puis on peut jouer avec notre BP player. Puis vous voyez là, on a des petits problèmes euh, concernant la rotation et tout et tout. Faut désactiver Use Controller Rotation IA parce que dans le fond, là, notre controller, il overwrite ici Orient Rotation to Movement, donc ça fait juste pas marcher. Donc dans BB Player, à la racine, on va rechercher Use, c'est ça, Use Controller Rotation IA, faut désactiver ça. Donc, si on fait Compile and Save, puis, oups, puis qu'on part notre jeu, ça devrait être correct. Donc maintenant, notre personnage bouge beaucoup mieux. Je remarque que notre caméra est un petit peu loin de notre joueur. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans BP Player, dans le Spring Arm, puis et où le length? Je pense que c'est length. Je vais descendre ça, je vais le reset. Pas 300, mais mettons 600. Juste pour qu'on soit moins loin de notre joueur, que ce soit plus agréable. Donc 600, c'est beaucoup mieux. Donc c'est ça. Maintenant, on a migré notre joueur à BP Player. On n'a plus besoin de top-down character. Donc ce que je propose, c'est encore du ménage. Donc on va juste supprimer le mannequin de notre content, juste parce qu'on n'en aura plus besoin, puis ça va juste rendre les choses un petit peu moins polluées. Ce sera vraiment pas long. Donc on va aller dans Animation, puis tout ce qui est ici, qui est en lien avec le mannequin, on va le supprimer. Donc Force Delete. We're being reckless here. Pas de problème. On va aller dans Textures. Ça, c'est tout par rapport au mannequin. Donc, on va supprimer tout ça. Force Delete. Dans Meshes, tout ce qui est par rapport au mannequin ici, on va le supprimer. Donc, Force Delete. Dans Matériaux, même chose ici. M, M, M. Male, UE4, Manchester Logo, puis Material Instant Female. On va les deleter. Delete. Je crois qu'on peut aussi delete les Material Layer. Je
Ah bien que oui. Delete, on va le savoir. Oui. Puis, map c'est correct. Characters. Maintenant, on devrait être capable de delete top-down character. On va faire un petit force delete. Puis, ça devrait être bon. On va pas delete top-down controller parce que c'est le contrôleur qu'on utilise pour notre BP player. On pourrait le renommer, si on le renomme BP player controller, ça va être plus clair, puis ça va être bien préfixé. Je vous avertis tout de suite dans le document de notes que j'ai fait, donc qui contient toutes les étapes pour faire le projet. Je fais pas cette étape-là juste parce que, pardon, c'est pas nécessaire pour le contenu de la formation, mais personnellement, je préfère le faire. Puis maintenant qu'on a fait beaucoup de changements dans notre content browser, il y a probablement des liens qui sont brisés. On va faire un petit fix up redirectors and folders, juste pour s'assurer que tout est correct. Puis on va faire une petite sauvegarde ici. Puis on va juste press play juste pour s'assurer que tout est correct. Oui. Puis il y a des choses qu'ils n'ont pas sauvegardées. Par exemple, la distance de notre caméra n'a pas sauvegardé, donc on va aller la rechanger. Dans Blueprint, Character, dans BP Player, notre Spring Arm, la length. Ah oui, pourtant elle est à 600. Ok, c'est peut-être juste moi qui capote un peu. Ah non, c'est correct. Ok, tout est bon. Maintenant, tout est correct. On a supprimé le mannequin, on a sauvegardé, on a lancé le jeu, ça marche encore. On va aller ajouter la logique d'attaque de notre joueur. Donc, quand on clique sur l'ennemi, on veut que notre joueur se déplace vers l'ennemi puis qu'il attaque l'ennemi. Pour ça, on va utiliser le tracé de rayon. Puis on va vouloir tracer un rayon qui va collider avec tous les ennemis. Donc, tous les objets qui contiennent un certain profil de collision. Donc, il va falloir aller créer ces profils de collision-là pour nous permettre de faire ce genre de choses-là. Puis, ça va nous aider, par exemple, si je fais play, puis que l'ennemi est derrière nous comme ça, si je clique comme ça dessus, puis sur moi, ben, moi, je vais bloquer le rayon, donc je n'attaquerai pas l'ennemi. Donc là, l'angle de la caméra est un petit peu différent que dans mon projet, dans le projet dans lequel que j'ai fait initialement. Donc, c'est pas vraiment un problème, mais ça pourrait être un problème. Donc, en même temps, ça va nous permettre de voir les collision profiles, puis également en créer des nouveaux. Ça peut être quand même important, surtout quand on fait du ray tracing. Pas du raycast. Donc, je vais faire Stop Simulation. On va aller dans les paramètres du projet. Donc, Edit, Project Settings. Puis, on va rechercher, ça sert à rien de rechercher dans la liste à la main, là. On va écrire Trace Channel. Donc, ici, dans Engine Collision, on a un array Trace Channel. Puis, on va en créer un nouveau. New Trace Channel, qu'on va nommer Enemies. Puis, par défaut, on ne va pas le mettre à bloc, on va le mettre à Ignore. Donc, ça va l'ajouter dans toutes les presets de collision déjà créés, puis ça va setter à Ignore, parce qu'on ne veut pas que ça affecte le reste des Collision Profile. Donc, Accept. Donc, on a notre nouveau Collision Profile. Maintenant, on va rechercher pour Presets. Ça va nous sortir les Collision Presets ici. On va s'en créer deux nouveaux. Donc ici, vous avez Pawn, Spectator, Character Mesh, etc. Donc il y en a déjà plein par défaut. Vous pouvez aller lire genre si c'est quoi ça signifie ici dans la description. Puis ici, le type de collision, honnêtement, j'ai no clue ce que ça veut dire. La documentation va probablement mieux décrire que moi. Puis sur quel type d'objet on peut appliquer ça. Donc la différence entre statique et dynamic, un objet qui est statique, c'est un objet que l'engine ne s'attend pas à ce qu'il bouge dans le monde, donc il va tout le temps être statique à la même place. Les objets dynamiques, ça peut être des objets qui sont affectés par des animations ou par de la physique. Donc on s'attend à ce qu'on doive recompute certaines choses à partir du mouvement de ces objets-là. Par exemple, ça peut être les ombres, etc. Les pawns, c'est les personnages, etc. Il y en a d'autres, physics body. Je ne passais pas trop de temps là-dessus. On va juste se créer deux nouveaux presets.
Puis ces presets-là vont nous permettre d'identifier, de différencier les pawns qui sont ennemis, puis les pawns qui sont notre joueur. Donc on va pouvoir faire un recast qui va passer à travers notre joueur, mais qui va collider avec l'ennemi en gros. Donc si je fais new, je vais l'appeler pawn player. Collision enable, je vais mettre ça à query and physics. Puis object type, ça va être pawn. Description, vous pouvez carrément l'enlever ou la laisser telle quelle. Puis je vais mettre visibility à ignore ici. Puis le reste, je vais le laisser comme ça. Donc maintenant, si je fais accept, ça va créer mon nouveau profil. Je vais en créer un nouveau que je vais appeler pawn enemies. Donc ça va être principalement les mêmes options. Donc collision enabled, ça va être collision enabled. Object type, ça va être pawn, puis description, vous pouvez l'enlever. Sauf que la différence, c'est qu'on va garder visibility à ignored. La seule chose qui va changer, c'est enemies ici. Donc, quand on va lancer un rayon avec le channel enemies, ben, on est assuré que nos rayons collident juste avec les personnages qui ont ce profil de collision-là, parce qu'on a enemies ici qui est mis à bloc, donc ça va bloquer les rayons. Puis on a mis visibilité à false parce que on veut pas que les personnages soient pris en compte dans le calcul, par exemple, pour se déplacer, si on clique sur le sol et tout, on veut que notre clic passe à travers l'ennemi. Bref, un petit peu patate comme explication, je suis vraiment désolé encore. Mais en gros, ce qui est important, c'est enemy ici. On a créé un nouveau trace type avec un nouveau profil qui va nous permettre de faire des lancers de rayons beaucoup plus efficaces. Donc si je fais accept ici, on a nos deux presets de collision. Maintenant, on va s'en servir pour justement tracer nos rayons. Puis, avant tout, donc je peux juste fermer les project settings. Avant tout, je vais ouvrir mon BP Melee. Je vais aller dans Capsule Component. Je vais rechercher Preset, ou c'est Collision. Ouais, Collision. Puis dans Collision Preset, ben, je vais aller chercher mon nouveau Collision Preset qui est Pawn Enemies. Puis ça va mettre ici toutes les settings qu'on a configurées dans notre Project Settings. Je vais faire un petit Compile and Save. Je vais faire la même chose avec BP Player, Capsule Component, Collision. Mais au lieu d'être Pawn Enemies, je vais prendre Pawn Players. Compile and Save. Et on devrait être bon pour faire nos rayons. Pour faire un jig d'attaque. D'accord. Maintenant, on doit ouvrir le Top-Down Controller. Donc, BP Player Controller, je l'ai renommé. Il faut que je fasse attention à ça. Puis, on va se créer une nouvelle fonction. En fait, avant, il faut créer une nouvelle variable. Ici, on a déjà une variable min-click-distance qui est utilisée dans cette fonction-là ici, move to hit location, qui basically va prendre le résultat d'un hit result, puis qui va déplacer le joueur jusqu'à la position du hit result. Donc on n'a pas à toucher à ça, c'est déjà là par défaut. Vous pouvez regarder la fonction ce qu'elle fait. Mais min click distance, sert à juste un safeguard pour dire si tu cliques trop proche du joueur, eh ben déplace pas le joueur. Alors, ça ne sert à rien, on est déjà assez près. Donc je vais fermer cette fonction-là. Je vais en créer une nouvelle. Ça va s'appeler Move to Target and Attack. To Target and Attack. Puis, avant de continuer, ça va être important d'ajouter le composant qu'on a créé tantôt pour communiquer avec le Animation Blueprint. Parce qu'on va avoir besoin de communiquer avec notre Animation Blueprint, de dire, OK, là, tu dois mettre Should Attack at True pour partir l'animation d'attaque. Donc, c'est là c'est le fun des composants parce qu'on peut faire beaucoup de réutilisation à l'aide de ces composants-là. Donc, je vais faire add ici, puis BP melee anim component, que je vais juste enlever le BP underscore ici. Donc, je vais compiler et sauvegarder. Puis dans move to target and attack, je vais faire la chose suivante. Donc, c'est pas mal une grosse, une pas pire fonction. Donc là, c'est le genre de fonction qui devient intéressant pour faire en blueprint parce que on regarde beaucoup s'il y a des éléments qui sont valides et tout. Donc c'est un petit peu chaotique. Ça vient un petit peu chaotique avec le blueprint. Mais
Bref, ça passe là pour la formation, mais je suis désolé pour vos yeux un petit peu là. Donc, on va commencer par avoir un if branch. Puis, ce qu'on va vouloir regarder, on va vouloir regarder deux choses. Donc, je vais mettre un end ici. Je vais vouloir regarder si notre target... Ah, il nous manque aussi... C'est ça, j'ai oublié d'ajouter les propriétés. Donc, on va avoir besoin d'un min attack distance qui va être un petit peu le même principe que min click distance. Ça va nous indiquer c'est quoi la distance minimale pour qu'on soit en... est-ce que, dans le fond, on est assez proche de notre target pour l'attaquer? Donc, ça va être un float. Puis, on va avoir une autre variable qui va être notre target. OK? Target actor que je vais appeler. Qui va être de type actor, puis on veut un object reference. Donc, ça, c'est correct. Puis, min attack distance, il va falloir compiler pour mettre une valeur par défaut. On va mettre ça à 150. Donc, je crois qu'Unreal Engine fonctionne en centimètres. Donc, ici, 150, c'est 1,50 m. Donc, ça a l'air beaucoup, mais c'est... ne faites pas le saut. Maintenant, là, c'est vrai qu'on va regarder deux choses. On va regarder si notre target, getTarget, il est valide. Is valid. Puis là, maintenant, j'utilise la fonction pure parce qu'on va avoir à utiliser deux choses. Donc, au lieu d'avoir deux isValid, un à la suite de l'autre, on va juste se faire un end, puis on va avoir juste un if. Si ça c'est valide, puis getControlled pawn est valide aussi. Ça se peut qu'on ne contrôle pas de pawn. Si ces deux choses-là sont valides, on va vouloir faire un simple move to actor. D'accord? Puis le contrôleur, ça va être nous-mêmes, get reference to self. Ici, simple move to actor, il ne va pas aller chercher automatiquement la référence sur nous-mêmes, donc il faut y passer self ici, c'est un petit peu un bummer. Puis ce qu'on va faire, c'est on va bouger vers notre target actor. Donc là, vous voyez, je suis un petit peu chanceux parce que ça passe directement ici, mais ça pourrait être beaucoup plus chaotique les liens. Puis encore là, on n'a pas encore fini, donc ça s'en vient. Maintenant, ce qu'on veut, c'est on veut regarder si, oui, là, on move vers notre target, mais on veut arrêter de bouger à une certaine distance. Puis c'est là que va intervenir min attack distance. Donc, on doit calculer la distance entre le target actor, qui est notre cible, et nous-mêmes. Puis pour faire ça, on va aller chercher la location de notre pawn, donc get actor location. Puis la location de notre target actor, donc get actor location. Donc on a nos deux vecteurs. On va calculer la distance. Donc vecteur, il y a une belle fonction pour nous qui s'appelle distance. Quand il passe deux vecteurs, ça va calculer la distance. On va regarder est-ce que ça c'est less or equal than notre min attack distance. Puis après notre simple move to actor, on va se mettre un branch. Puis on va mettre le résultat de notre calcul ici. Donc, si la distance entre target puis notre control pawn est plus petite que min attack distance, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va faire un petit notify should attack sur notre melee anim component. Donc, on va notifier notre melee anim blueprint, notre anim blueprint, de partir l'animation d'attaque. OK? Donc, voici à quoi ressemble notre fonction. Donc, je vais la laisser afficher un petit peu pour que vous ayez le temps de la reproduire. Puis, je vais l'expliquer. Donc, on commence par, on entre dans la fonction. Ensuite, on regarde, est-ce que notre target actor est valide et notre get controlled pawn, donc le pawn qu'on contrôle, est valide. S'il est valide, on va faire un petit simple move to actor en pensant notre contrôleur, donc une référence vers nous-mêmes, et notre target actor. Un coup que ça c'est fait, on va regarder est-ce qu'on est assez proche de notre target actor en calculant la distance entre nous-mêmes et notre target actor.
Si on est assez proche, ben, on va notifier notre melee anim component, ben, notre melee anim blueprint pour dire ok, là tu peux lancer l'animation de l'attaque. Donc je vais compiler puis je vais sauvegarder. Maintenant, je vais aller dans l'event graph. Puis, je vais supprimer carrément tous les nœuds parce que ça va être plus simple. En fait, je vais garder... en fait, je vais garder ces deux-là parce que ça ne me tente pas de les refaire. Donc, ce qu'on va se faire, ça va être une séquence. La séquence, ça nous permet juste d'effectuer différentes exécutions une à la suite de l'autre. Donc, c'est pas en parallèle, c'est une à la suite de l'autre. Donc, le visuel peut être un petit peu confondant. Puis, ce qu'on va faire, on va enlever le lien ici en faisant un Alt-clic sur le lien pour l'instant. Mais dans le then 0, on va vérifier branch. On va vérifier quoi? On va vérifier que notre rayon, donc on va lancer un rayon get it result under cursor by channel. Donc le jeu va lancer un rayon sous notre curseur dans la direction de la caméra, perpendiculaire avec la caméra. Puis ça va nous retourner un résultat. Puis on veut regarder si on collide avec un ennemi. Donc c'est à ça que ça sert notre trace channel qu'on a ajouté tantôt, puis les deux collision presets, c'est qu'ici dans get it result under cursor by channel, on peut dire quel type de channel on veut que notre rayon collide. Puis puisque dans notre BP melee ici, si je vais dans la capsule, puis collision, on a indiqué pound enemies, qui est un preset qu'on a fait avec enemies à bloc. Ben, aussitôt qu'un rayon va toucher le capsule component de BP melee, ben là, ça va retourner un résultat ici. Donc, si on a touché de quoi, donc return value, ce qu'on va faire, c'est qu'on va setter notre target. Donc, set target actor au hit result. Mais avant, il faut aller chercher l'acteur qui a été frappé par ce hit result-là. Donc, on va faire un break hit result. Puis, hit actor, on va le mettre dans target actor. Puis, si c'est false, ben, on va juste set actor. Set actor. Set target actor. À null. Juste pour reset, si jamais le rayon ne touche rien, ça va juste reset notre acteur. Donc ça, c'est notre code qui permet de vérifier si notre curseur vise un ennemi. Puis ensuite, on va vouloir prendre une décision par rapport à est-ce qu'on vise un ennemi ou pas. Donc là, on va regarder. On va faire ça ici, le gate. Donc, si on appuie sur le curseur gauche, ça va exécuter les actions suivantes tant qu'on maintient le clic gauche. Donc si je fais un branch, je vais vérifier une chose. Je vais vérifier que notre target actor est valide. Donc je vais vérifier que est-ce qu'on a un target is valid true. En fait là ce que je pourrais faire c'est juste comme ça is valid comme ça puis enlever les deux ici. Ça revient au même. Si notre target actor is valid, ben, on va faire un move to target and attack. Sinon, ce qu'on va faire, on va faire une autre condition, un autre if, puis on va tracer un autre rayon. Donc trace, get it result by channel, puis on va vérifier juste visibility. Donc, est-ce qu'on frappe un objet, donc un terrain, par exemple la surface du terrain ou d'un pilier ou du sol, whatever. Puis si oui, on va juste faire move to hit location. Puis on va y passer le hit result. Donc ça ressemble à ça, je vais répéter. Donc à chaque frame, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux choses. On va tracer un rayon sur le channel enemies. Puis on va regarder est-ce qu'on a eu une collision. Si oui,
on va aller chercher l'acteur qui a été collidé, puis on va le mettre dans Target Actor. OK? Ensuite, on va vérifier si notre input setDestination a été appuyé. Donc, si on maintient le clic gauche ou si on a cliqué sur le clic gauche, ce que ça va faire, ça va regarder si on a un target. Si on a un target, bon, on va tout simplement faire un move to target and attack. Sinon, on va tracer un autre rayon. On va regarder si notre curseur pointe sur un endroit sur le sol. Puis, si oui, ben, on va se déplacer à l'endroit de la collision. Donc, je vais compiler et sauvegarder. Puis ça m'amène à parler de quelque chose. Les input actions, ils sont complètement configurables. Donc, pour les configurer, vous allez aller dans Edit, puis dans Project Settings. Puis, vous pouvez chercher pour Input. OK. Input, je vais aller dans la section Input si ça va être plus clair. Donc, Input. Puis on peut voir ici qu'on a plusieurs inputs. Donc ici, dans Bindings, on s'est créé un nouveau Action Mapping qui est nommé setDestination. Puis setDestination, on a plusieurs façons de déclencher cet événement-là. Donc setDestination, c'est le nom de l'événement qui est appelé ici dans notre Event Graph. Donc setDestination, puis vu qu'on a dit que setDestination c'est un left mouse button, ben Unreal Engine est assez intelligent pour savoir que le left mouse button peut être pressed and released, puis qu'il peut avoir une certaine clé attribuée à ça. Parce qu'on a du... ben c'est ça. Donc, vous pouvez écrire vos propres bindings. Donc, si vous vouliez ajouter une touche pour sauter, ben vous pourriez créer un nouveau binding en appuyant sur Action Mapping ici, que vous appelez Jump. Puis vous attribuez une clé du clavier à Space. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ouais, comme ici, on a la touche R qui est attribuée à l'action Reset VR. Donc vous pourriez faire la même, vous inspirer de ça pour faire le saut. Puis on a aussi des mappings d'axis, donc une valeur de 0, de moins 1 à 1. Donc par exemple pour des joysticks ou des choses du genre. Avoir des transitions qui sont plus smooth. Donc, je voulais mentionner ça ici parce que j'avais complètement oublié de le mentionner dans la première séance. Puis c'est vraiment quelque chose qui est important quand on fait des jeux vidéo. Donc, je suis conscient que j'ai passé rapidement là-dessus, mais je pense que ça devrait être good enough. C'est pas très compliqué, à mon avis. Maintenant, on retourne au menu. Donc, c'est ça. Donc, on a implémenté le contrôle de qu'est-ce qu'on fait quand on a notre souris qui pointe sur un ennemi. On va setter le target. Et puis ici, ben, on gère, si on a un target, ben, on se déplace vers le target puis on l'attaque. Puis sinon, on fait juste se déplacer vers le target. Si je fais compile and save, puis que je lance le jeu, je ne sais pas si c'est supposé être en état de fonctionner. Si je fais ça ici, puis je fais ça, eh bien, notre joueur il attaque notre ennemi. Et voilà. Et voilà, c'est super beau. Puis on voit qu'on a un problème ici aussi. Là. Donc si on maintient une clic, ça marche pas très bien. Puis pourquoi je dis que c'est pas très beau, c'est que si je maintiens une clic sur l'ennemi, notre joueur il est freezé, puis on a la panoplie de print qui s'affiche. Donc on veut pas ça. Animation. Si je vais ici, est-ce que je l'ai mis? Est-ce que... Excusez, je suis un petit peu perdu. Est-ce que j'ai mis... Ah! Ah! Donc, j'avais mentionné dans la première séance qu'il fallait cocher Always Reset on Entry. Puis c'est ça qui manque. Donc, d'après moi, ce qui se passe, c'est que le booléen should attack est tellement remis à true rapidement que l'événement, ben, il n'y a pas le temps de reset. Donc, là, on va s'assurer qu'il est reseté à chaque fois qu'on entre dans cet état-là. Donc, je vais faire compile and save. Puis, maintenant, si je fais play, ça devrait fonctionner. Donc, si je fais juste cliquer sur l'ennemi puis je maintiens, et bien là, notre personnage est plus freezé puis
l'événement fait juste se réactiver. Donc, ça fait juste s'assurer que quand on rentre dans l'état, eh bien, l'animation rejoue du début, soit en fait que l'état soit complètement remis à son état initial. Donc, désolé pour ce petit problème. Maintenant, on va faire l'implémentation des dégâts. Puis, on va faire deux choses. On va se créer deux composants. Donc, le premier composant, ça va être Weapon Component. Donc, c'est ce qui va contenir l'information de l'arme avec laquelle on attaque. C'est juste pour faire un petit peu de structure dans nos propriétés, puis qu'on encapsule certaines fonctions qui sont en lien avec, avec une arme. Donc, ce qu'on va faire, ça va être un Actor Component. On ne veut pas nécessairement que le composant d'arme ait une position dans notre cas. Donc, on va juste faire un Actor Component qu'on va nommer BP underscore weapon. Oups. Weapon Component. Puis on va l'ouvrir. Puis on va se créer deux nouvelles variables. La première, c'est Weapon Damage de type float. Puis la deuxième, c'est Weapon Range de type float aussi. On va compiler, puis on va mettre des valeurs par défaut. La valeur par défaut de Weapon Damage, ça va être 15. Puis Weapon Range, ça va être 150 pour 1,50 m. Compiler, sauvegarder encore. Maintenant, on va se créer une nouvelle fonction pure. Donc, si je fais un plus ici, que je vais appeler is actor in range. OK, donc je vais la mettre pure ici. Puis ça, ce que ça va faire quelques calculs. Ça va regarder. En fait, on a besoin d'un input. Donc, je vais sélectionner la fonction ici. Puis, dans input ici, je vais ajouter un nouveau input que je vais nommer actor, qui va être de type actor object reference. Puis, tant qu'à faire, je vais ajouter un nouvel input qui s'appelle actor in range. Ça va être un booléen. On va commencer par vérifier est-ce que l'acteur qui nous est passé est valide. On ne fait jamais confiance au client. Puis s'il est valide, on va aller chercher sa location, donc getActor location. OK. Puis on va aller chercher notre owner, donc l'acteur qui possède le composant. À partir de cet acteur-là, on va aller chercher sa location, donc getActor location. Maintenant, on va aller chercher la distance entre ces deux vecteurs-là. Donc, on va utiliser la node distance vector. Si cette distance-là est plus petite que notre weapon range, et on va faire ça en utilisant la node less or equal than, eh bien, notre acteur est in range. Donc, ça, c'est pour la méthode isActorInRange. Ensuite, on va créer une nouvelle fonction qui s'appelle attackActor. Qui va nous permettre d'attaquer un acteur spécifié. Donc, je vais ajouter un nouveau input qui s'appelle actor avec. Puis, il n'y a pas besoin de output. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore vérifier si is valid. Oups. Si c'est valide, je vais regarder est-ce que is actor in range. Donc, on va vérifier si notre acteur est in range. Puis, si oui, si il est in range, ben, on va appeler ce qu'on appelle, en fait, Unreal Engine nous donne accès déjà à un système de damage. Donc, on peut déjà
appeler des événements de damage, donc apply damage sur des acteurs. Donc c'est déjà implémenté dans Unreal Engine. Puis dans le fond, ça ne va pas directement appliquer des dégâts à l'utilisateur, ben, à l'acteur spécifié. Ça va juste exécuter un événement, ça va faire les calculs de dégâts, puis après ça, avec les outputs de l'événement, tu peux faire ce que tu veux avec ça dans ton acteur. Donc on va appeler apply damage ici. Puis le damage actor, ben, ça va être notre actor. Puis je vais juste déplacer ça ici comme ça. Que ce soit plus clean. Oups. Puis dans base damage, ben, je vais prendre weapon damage. Puis je vais faire ça. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez même vous créer des damage type class. Je ne l'ai jamais fait, mais j'assume que si par exemple vous spécifiez un type de damage, ben, vous allez pouvoir comme faire des calculs, par exemple, est-ce que c'est du dommage de feu, donc dans ce cas-là, il va mettre l'ennemi en feu, etc. Vous pouvez même ajouter plusieurs informations qui disent, ok, c'est quel acteur qui a fait le damage, donc c'est quelle épée, c'est quelle arme, est-ce que c'est un spell, ou un event instigator qui peut, dans le fond, qui est le contrôleur qui est responsable de causer le damage. Donc, c'est ça pour ça. Donc, si je fais compile and save, notre component BP weapon devrait être prêt. Puis, on va aller l'ajouter à nos deux personnages. Donc, dans Blueprint Character, j'ai déjà BP Melee d'ouvrir. Je vais ouvrir BP Player. Je vais ajouter Weapon Component. Je vais nommer seulement Weapon Component. Je vais compiler et sauvegarder. Puis, ici, dans BP Melee, je vais ajouter Weapon Component. D'accord? Puis, petite parenthèse, on le fera pas, mais si on va, par exemple, dans notre BP Player Controller, ici, dans Move to Target and Attack, le calcul de distance qu'on fait ici, en fait, on vient de le faire dans notre Weapon Component, puis ça serait probablement mieux d'aller chercher notre Weapon Component puis de vérifier la distance ici. Juste parce que après ça, la distance est contrôlée par le range de notre weapon. Donc ça nous évite d'aller changer ce range-là à deux places. Juste parce qu'on est serré un peu sur le temps, on va éviter ça. Alors, on va laisser ça comme ça. Puis même que je ne l'avais pas prévu dans le planning. Maintenant, on va créer un autre composant. Puis ce composant-là, dans le fond, il va contenir l'information de la vie de l'acteur. Donc maintenant, je vais créer un nouveau composant. Donc, encore là, un actor component que je vais appeler BP underscore health component. Donc, je vais l'ouvrir. Puis on va avoir deux valeurs. Donc, la première valeur, ça va être maximum life, qui va être un float. La deuxième, ça va être current life, qui va être un float aussi. On va compiler. Puis dans maximum life, la valeur par défaut, ça va être 100. Puis current life aussi, ça va être 100. Compile. Maintenant, on va créer deux événements dispatcher. On n'a pas encore vu ça. Mettons que je fais un nouvel événement dispatcher qui est onDie. Puis que je fais ça ici. On peut faire plusieurs actions sur l'event dispatcher. On peut le call. On peut le bind à un autre événement. On peut unbind all event assign. Puis dans le fond, c'est comme un event handler, dans le fond. Ça implémente une version plus complexe du design pattern. C'est quoi donc le design pattern? Je pense que c'est notifier, quelque chose du genre. Subscriber pattern. Donc, c'est un peu le même principe. C'est de l'événementiel en fait. Donc, on va se faire deux event patcher, puis vous allez voir plus concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, le premier, c'est onDie, puis le deuxième, ça va être onLifeChanged. Donc, c'est des événements qui vont être surtout onLifeChanged, qui vont être beaucoup utiles pour quand on va faire le UI, pour dire, OK, quand notre vie elle change, ben, mets à jour le UI, puis c'est ça.
Fait que là, je vais compiler, sauvegarder. Puis je vais ajouter une fonction pure. Donc, ça va s'appeler isDead, qui est pure. Puis dans le fond, isDead, on va juste vérifier est-ce que notre current life, get current life equal 0. Puis on va retourner return, retourner ça, qu'on va nommer isDead. Donc c'est tout pour cette fonction-là. On va s'en créer une nouvelle, une autre fonction pure, qui s'appelle getMissingLife. Puis missing life, c'est basically la différence entre la maximum life et la current life. Donc, maximum life minus. C'est pas min, c'est minus. Min, ça va nous c'est subtract, excusez. Min, ça va nous retourner le plus petit des deux, donc faites pas l'erreur. Puis on va retourner cette valeur-là, qu'on va nommer missing life. On va compiler. J'ai pas mis get missing life à pure. Elle doit être pure juste par simplicité. Ensuite, une autre fonction qu'on va appeler get%life qui va être utile pour quand on va afficher notre pourcentage de vie dans le UI. Parce qu'on veut avoir une valeur qui est normalisée. Donc, c'est important d'avoir une valeur qui est de 0 à 1. C'est comme ça que marchent les progress bars. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on veut diviser la current life par la maximum life. Donc, divide. Puis, on va tout simplement retourner cette valeur-là. Qu'on va nommer %life. Compiler, sauvegarder. Encore là, c'est une fonction qui doit être pure, juste par simplicité quand on va l'appeler. On n'a pas besoin d'y passer le fil d'exécution. Puis, lâchez pas, il reste deux fonctions. addLife, deux méthodes, excusez. addLife qui va nous permettre, vous l'avez deviné, d'ajouter de la vie. Donc, on a plusieurs choses à vérifier. On veut regarder est-ce qu'on est mort. Donc, en fait, si on est mort, on ne va rien faire. Mais si on n'est pas mort, on va vouloir ajouter notre vie. Donc, on va juste faire un petit check. Branch. Ici. On va avoir besoin d'un input aussi qui est l'amount, donc la quantité qu'on va vouloir ajouter, qui est de type float. Puis, on veut vérifier est-ce que ce qui nous a été passé est plus grand que missing health. Donc, greater. Si c'est plus grand, branch. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir clamper amount à missing health. En fait, on va juste vouloir... parce que si par exemple il nous manque 25 de vie, mais qu'on passe 50, on veut juste ajouter 25 de vie pour pas que notre current life dépasse maximum life. Donc ce qu'on va faire, c'est ici, si c'est vrai que amount est plus grand que missing life, on va juste faire set current life, puis on va y passer get missing life ici. Sinon, set current life, ben, on va... En fait, non, c'est pas vrai, c'est maximum life, parce qu'on set, on n'ajoute pas, on set la current life à la maximum. OK. Sinon, ben, on va ajouter donc, add on va ajouter ça à notre maximum life. OK. Puis, on va set current life avec ça. Donc, je vais juste vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Looks good to me. Puis, à la toute fin de la fonction, dans n'importe quel cas, on va appeler notre event dispatcher onLifeChanged. Donc, ce que ça va faire, ça, c'est qu'à chaque fois que addLife est appelé, ben, ça va coller l'événement onLifeChanged sur tous les acteurs qui sont subscribed
à notre event dispatcher ici. Donc c'est ça pour add live. Ensuite, on va créer une nouvelle fonction qui s'appelle méthode, excusez, remove live, qui va être pure, qui va être aussi, elle, un petit peu longue, qui va avoir besoin d'un input qui s'appelle amount. Puis dans amount, ben c'est ça. Puis on va encore vérifier si isDead est à false, parce que si on est mort, ça sert à rien d'essayer d'enlever de la vie. OK. Ensuite, on va faire une autre vérification. Si amount est greater que missing life, non, c'est pas vrai. Si amount est greater que current life, on va tout simplement mettre la vie set current health à 0. Juste vérifier que add life, il n'y a pas d'erreur. Donc, set current health à 0. Sinon, on va set current health à notre current life. Get current life mine subtract. On va soustraire l'amount ici. Oups. Comme on voit là, en Blueprint, des fois les liens ça vient un petit peu pas cool. Là. Puis on va prendre le résultat de cette subtraction là, puis on va le mettre dans current life. Là, je crois que j'ai fait une erreur dans add life. Oui, c'est qu'on ne veut pas ajouter à notre maximum life, on va ajouter à notre current life. Donc, get current life, et voilà, comme ça, on aurait cherché longtemps. Compile, save. On a remove life. Puis ici, on va vouloir faire deux choses. Bon, ici après ça, on va coller aussi on life changed, call on life changed. Comme ça ici. Puis on va vouloir vérifier aussi est-ce qu'on est arrivé, est-ce qu'on est mort. Donc après qu'on ait fait ça, est-ce qu'on est mort? Donc isDead. Si on est mort, ben c'est là qu'on va call on die. Donc on va notifier tous les subscribers que notre composant BP Health Component a détecté qu'on était mort. Donc compile save. Puis ici j'ai mis remove life à pur, mais il ne faut pas mettre remove life à pur. Je suis vraiment désolé. Donc comment j'ai su qu'il était à pur, c'est que le F il est vert au lieu d'être gris. On ne veut pas qu'elle soit à pur parce qu'on fait des actions plus complexes. Là. On a vraiment un fil d'exécution qui est vraiment comme... On ne fait pas juste comme dans getPercentLife. Ici, notre input il est directement relié avec notre return. Donc, c'est un bon indicateur qu'on n'a pas besoin de faire... de ne pas être pur, dans le fond. Donc, on a fini avec Health Component. Donc, ça, c'est le genre de cas où programmer le composant en C++ aurait été beaucoup plus intelligent parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire. C'est pas nécessairement en lien avec le game design, c'est plus exposer des fonctionnalités de base. Donc, honnêtement, ça aurait été beaucoup mieux qu'on le fasse en C++. Malheureusement, j'ai décidé de mettre ça de côté. Mais si vous voulez un bon exercice pour apprendre le C++, dans Unreal Engine, je vous conseille de faire Health Component et puis Weapon Component aussi. Essayer de les reproduire en C++. Probablement que Weapon Component serait plus simple. Mais bon, ce serait un bon exercice. Donc maintenant, on va aller ajouter ces composantes-là au BPMelee puis BPPlayer pour qu'on puisse implémenter les damages éventuellement. Donc, dans BPMelee, on va juste faire add component, health component. On va compiler save, puis même chose dans BPPlayer, add component, health component, puis on va sauvegarder. Compile,
Ensuite, maintenant que ça c'est fait, on a quasiment fini les dégâts, je crois. Là, il faut configurer nos contrôleurs. Donc, puis je vais vous... On va voir ce que ça veut dire. Dans le fond, c'est que... Oui, c'est qu'on veut des fonctions qui vont nous permettre de dire à notre... ça va être des fonctions helper qui vont nous permettre de communiquer avec notre... avec notre weapon component pour appeler attack actor qu'on a créé dessus tantôt. Donc, bref, c'est un petit peu... C'est pas très clair, mais on va le faire. Donc, on va ouvrir BP Player Controller, Melee Controller. En Characters, Melee Controller. Puis, on va ajouter une nouvelle fonction pure. Donc, en fonction qu'on va appeler getTargetActor. Puis, dans getTargetActor, on va aller demander à notre Blackbird, parce que là, il faut se rappeler qu'on est dans le AI Controller, dans le fond, de BP Melee. Donc, on a accès à un Blackboard. Puis, si vous vous rappelez, dans le Behavior Tree, on a le Blackboard, puis c'est ici qu'on a le target de notre AI BP Melee. Okay, donc, on va se fier à ce target-là ici. Donc, dans BP Melee Controller, on va juste implémenter une fonction pure qui va nous aider plus facilement à aller chercher le target dans le Blackboard. Vous allez voir, c'est comme 7-8 nœuds, donc c'est le fun d'avoir une fonction qui va nous aider à faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va get value. En fait, on va aller chercher le Blackboard, donc get Blackboard. Puis, on va faire get value as object. Okay. Puis, au tout début, on a créé une variable de type name qui contient le nom de notre variable dans notre Blackboard. Donc, on va la réutiliser. On veut get target actor keyname qu'on va passer dans keyname ici. Puis, on va essayer de caster ça. Cast to actor. Puis pourquoi on a besoin de caster ça to actor, c'est que notre component weapon ici, quand on va appeler attack actor, lui, il a besoin d'un acteur. Donc, on va juste le retourner. On va juste vérifier si ça, c'est un acteur. En même temps, ça va vérifier si c'est pas nul ici. Puis, si c'est un acteur, ben, on va tout simplement le retourner. Return, qu'on va retourner l'acteur, puis qu'on va appeler target actor. Sinon, on va retourner nul. En fait, je me rends compte maintenant que j'aurais probablement pu juste faire ça ici. Mais je suis pas sûr. Fait que je vais juste le laisser comme ça. On va éviter de briser les choses. On va y aller save. Maintenant, je vais faire compile et save. On va ajouter une autre fonction qui va s'appeler attack target, qui, elle, va s'occuper d'aller chercher le weapon component puis d'appeler attack actor sur le weapon component. Donc, on va aller chercher notre controlled pawn. Donc, get controlled pawn. On va aller chercher get component by class. On va aller chercher notre BP weapon component. Puis, on va appeler là-dessus attack actor. Oups, ici. Puis, ce qu'on veut faire ici, c'est get target actor. Donc, c'est là que vient en aide notre fonction pure ici, get target actor. Oups. Donc, on va juste passer ça ici. Un petit check qu'on pourrait faire, c'est vérifier si ça, c'est valide. Comme ça. Juste parce que ça va nous éviter d'avoir des messages d'erreur. Puis là, je vais mettre ça en dessous à la place. Comme ça. Puis ça peut aller comme ça. OK, donc on va chercher le control pawn, on va chercher son composant de type
BP Weapon Component, puis on va caller sur ce composant-là Attack Actor en y passant le Target Actor. Sinon, on fait rien. Je vais compiler, save. Puis maintenant, je vais aller dans l'Event Graph. Et puis, ce que je vais faire, c'est que ici, dans Begin Play, donc quand on commence à jouer, vous vous rappelez tantôt, j'ai parlé de On Apply Damage. OK? Oui. Donc, dans notre Melee Anim Component, si on va voir dans les animations, en fait, je vais aller dans l'état attaque. Ici, je vais aller la rechercher dans le browse. Ici, on a notre Anim Notify Apply Damage. Puis on veut, dans le fond, que notre contrôleur soit abonné à cet événement-là. Donc, on va bind un event custom à cet événement-là. Donc, dans ABP Melee, dans l'event graph, je crois que je dois ajouter un event dispatcher ici qui s'appelle onApplyDamage. Donc, vous pouvez aller ouvrir votre ABP Melee, donc le blueprint, l'animation blueprint, puis créer un nouvel event dispatcher qui s'appelle onApplyDamage. Puis, ça ici, ce qu'on va faire, c'est on va call ici dans AnimNotify, on va premièrement call onApplyDamage ici. Donc, à chaque fois que ça va être exécuté, on va notifier tous ceux qui sont bind à onApplyDamage. Puis, ça va exécuter le code de l'événement qui est bind. Donc, je vais juste compiler ici. Donc, on va retourner dans le BP Melee. Puis maintenant, on devrait être capable de bind à l'événement qui est ici. Okay? Pour faire ça, on va glisser ici, puis on va bind event to onApplyDamage. Puis, comment ça fonctionne? Il faut créer un événement custom. Donc, pour faire ça, on va faire un clic droit, puis on va juste écrire custom pour add custom event. Puis on va l'appeler onApplyDamage. Puis pour que cet événement-là soit appelé lorsque onApplyDamage ici, quand ça c'est callé, pour bind, il faut tout simplement relier le petit carré ici à l'event. Donc c'est ce qu'on appelle un delegate, qui est donc c'est ça. Quand onApplyDamage va être call, ben c'est ça qui va être appelé. Donc maintenant, ce qu'on va faire à partir d'ici, on va appeler la fonction qu'on vient juste de créer qui est attackTarget, qui va appeler ça ici. Donc il va aller chercher le weapon component, il va regarder s'il est valide, puis qui va faire attack actor. Puis on va faire une dernière chose avant de s'arrêter. Malheureusement, on n'aura pas le temps de tout finir, donc vous êtes chanceux, il va y avoir une troisième séance. C'était plus long que je pensais, même en mode accéléré. Donc pour montrer que ça fonctionne, on va aller, je vais fermer quelques trucs. Ça. Dans le fond, ici, on fait attack actor. Premièrement, on fait attack actor ici, qui appelle cette fonction-là, qui, elle, fait attack actor sur notre weapon component. Puis notre weapon component, quand on call attack actor, il fait kick check. Puis après ça, il call apply damage sur l'acteur. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre player, puis dans l'event graph, on va faire un clic droit, puis on va écrire on receive, je vais juste écrire damage, event any damage. Donc ça, c'est un événement qui va être callé quand, par exemple, la fonction ici, apply damage, est appliquée sur le damage actor qui correspond à BP player. Donc vous voyez comme, oups,
Fermez ça, fermez ça, fermez ça. Les informations qui sont passées ici, c'est basically les mêmes que ce qui est passé ici. Donc, quand ça va être appelé, ben, ça va appeler l'événement ici sur l'acteur qui a été endommagé. Puis en même temps, avec le damage qui est calculé en fonction du damage type class ici, donc il va vraiment exécuter la fonction override dans damage type, puis ça va nous retourner le damage qui est déjà calculé. Puis on va juste faire ici print. On va juste montrer que le dommage est appliqué sur le joueur quand l'ennemi nous attaque. Donc là, vous avez remarqué que j'ai glissé un float dans un string, puis Unreal Engine il a automatiquement fait la conversion, donc c'est assez nice. Puis avant de s'arrêter, je vais juste vous démontrer que la string est affichée quand il est assez proche. Of course, on a fait les checks. Donc, et voilà, le 15 est affiché. Puis s'il est en train de nous attaquer puis qu'on s'éloigne, pendant qu'il est en train de nous attaquer, ben, vu qu'on fait un check de distance dans attaque, en fait, dans attaque target, et ben, le dommage ne s'applique pas. Puis aussi, la fonction de dommage est appelée juste à un certain moment de l'animation. Puis c'est là que vient en aide le Animation Notifier qu'on a positionné spécifiquement au frame 20. Donc, je pourrais le déplacer à frame 33, puis vous verrez que l'apply damage se ferait appeler plus tard dans la séquence. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui.